Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, la guerre en Ukraine, l'impasse ou la fin de la guerre. L'Afrique s'affranchira-t-elle du franc CFA? Pour cette émission, je reçois M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. Belgocam 21 aujourd'hui est la chaîne qui, n'est-ce pas, nourrit l'esprit de nos différents téléspectateurs et je suis content d'être avec vous ce soir. Plus d'un an et demi de guerre, la guerre en Ukraine, Washington, premier fournisseur d'aide militaire, pourrait être à court de temps pour aider l'Ukraine. Est-ce que si Washington se retire, l'Union européenne se retirera définitivement de cette guerre? Mais au regard, n'est-ce pas, de l'attitude de l'Union européenne quant à ce que les États-Unis prennent une quelconque décision, on peut aller dans ce sens-là. Mais le fait étant que l'Union européenne se veut une institution qui, ma foi, est indépendante, ne saurait, de mon point de vue, conforter cette idéologie ou alors cette perception des choses qui tend à montrer qu'elle n'est qu'un puppet, comme on dirait en anglais, des décisions qui viennent des États-Unis. C'est pourquoi vous me permettrez ici de rappeler au passage que c'est 75 milliards, dont 41 milliards de dollars, d'euros que les États-Unis ont déjà donné en termes d'aide militaire au niveau de l'Ukraine. Et ici, il y a une suspension au niveau du Congrès de 61 milliards qui viendrait une fois de plus conforter l'idéologie de la guerre au niveau de l'Ukraine qui, selon eux, aiderait l'Ukraine à repousser les velléités impérialistes de la Russie. Et votre question me permet ici d'embrayer dans ce que la communauté de l'Union européenne a essayer de mettre en place pour accompagner une fois de plus l'Ukraine dans cette lutte qu'elle mène contre, n'est-ce pas, l'intrus russe dans son territoire. Il y a 50 milliards que l'Union européenne a voté, mais qui est aussi bloqué par des velléités autonomistes de certains pays au sein même de ces 27 pays qui constituent l'Union européenne. On va parler ici de Viktor Orban. C'est le Hongrois, on va parler de lui, parce que c'est lui qui crée ce blocage-là en termes de déblocage de fonds de 50 milliards d'euros au profit de l'Ukraine. Et donc, il y a par là 3 jours que cette décision a été prise, qu'ils vont débloquer 50 milliards. Et donc, vous voyez ici que le timing de la décision d'accompagner l'aide, il n'y a pas une velléité en termes d'indépendance, d'accompagnement individuel auprès de l'Ukraine. Il y a toujours une certaine cohésion ou alors une certaine collaboration en termes d'aide. Vous avez le timing qui est un élément important ici, qui permet naturellement de voir que si les États-Unis bougent, l'Union européenne va bouger. Et corrélativement à ça, vous avez les dirigeants européens qui ont un marché très lucratif au niveau de l'Ukraine parce qu'elle constitue la première puissance, non pas le premier partenaire commercial de ce pays-là. Donc vous voyez que c'est compliqué que l'Union européenne délaisse ses intérêts dans ce pays-là pour conforter, n'est-ce pas, sa position stratégique qu'elle a avec les États-Unis. Et donc on ne va pas botter d'un revers de la main votre question et on va tout simplement dire que c'est compliqué qu'elle mette en mal son indépendance au profit des intérêts des États-Unis parce qu'elle-même, elle a intérêt à voir ses intérêts, ne fût-ce que commerciaux, préservés au niveau de l'Ukraine. C'est pourquoi elle va se battre logiquement pour que ces intérêts-là soient préservés au bénéfice de sa population qui aujourd'hui vit dans une inflation galopante. Il y a un changement de ton dans les déclarations du secrétaire de l'OTAN sur l'Ukraine. Certains analystes pensent que Jens Stoltenberg s'éloigne de sa conviction de défendre l'Ukraine autant que possible. Est-ce que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas compromise? L'adhésion
de l'Ukraine à l'OTAN est loin d'être compromise, en ce sens qu'il s'est dédié le 4 décembre 2023, quand il rencontrait, n'est-ce pas, un officiel de l'Ukraine qui venait alors au fait de cette déclaration qu'il a tenue par le passé. Et à cette rencontre-là, il ressort, ma foi, le renforcement, n'est-ce pas, des relations entre l'Ukraine et l'OTAN et, naturellement, une collaboration perpétuelle en vue d'accompagner militairement, en termes politiques et en termes pratiques, l'Ukraine dans ses démêlés avec la Russie. C'est pourquoi il est aujourd'hui un peu fortuit de considérer que l'Ukraine va être délaissée ou alors ne va pas intégrer la communauté otanienne. C'est pourquoi vous me permettrez, n'est-ce pas, de dire ici que la volonté même de rapprocher davantage l'Ukraine de l'OTAN est une politique de l'OTAN qui voudrait se rapprocher au plus près de la Russie pour conforter, n'est-ce pas, son contrôle impérialiste sur le monde. C'est pourquoi se démêler, l'engagé qu'il y a eu avec le secrétaire Stoltenberg n'est que une bribe d'analyse qu'on pourrait dire qu'il y a du rififi dans les relations avec l'Ukraine. Mais l'objectif principal, c'est de se rapprocher au plus près de la Russie pour contrôler cette zone de l'ex-URSS que les États-Unis ont toujours voulu avoir la main mise dessus. Vous avez, n'est-ce pas, les pays des Balkans et les pays baltes qui soutiennent, n'est-ce pas, la candidature de l'Ukraine au sein de l'Union, de l'OTAN. Ma foi, le secrétaire ne peut que conforter ce besoin qui vient, n'est-ce pas, de son patron, c'est-à-dire les États-Unis, et maintenant le parterre des pays qui accompagnent les États-Unis dans l'établissement de cette politique-là, constituée de l'Union européenne et des pays baltes et consorts, accompagner l'Ukraine dans cette révolte qu'elle entretient avec son frère ou alors sa mère patrie, j'ai envie de dire la Russie. Et donc, ma foi, c'est la culture perpétuelle de l'hostilité qui est mise en place comme politique au niveau de l'Ukraine. Et donc, c'est pourquoi les propos de Stoltenberg ne peuvent entraver aucunement l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN, parce que la politique mise en place ne vise que à nuire à la Russie pour, n'est-ce pas, galvaniser les intérêts des États-Unis sur cet espace géographique. Récemment, Poutine a été ferme, c'est la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, pays neutre. Est-ce que seule la capitulation de Kiev peut mettre fin à l'offensive russe en Ukraine? A martelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué. Le fait est simple. Je me permettrai d'abord ici de rappeler que l'annonce de l'offensive de militaire spéciale était portée sur 3 objectifs majeurs. Le président Poutine en a rappelé 2, mais la question que moi je me pose, pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas le 3e, c'est-à-dire faire respecter le russe partout où besoin sera? Est-ce parce que cet objectif, qui, ma foi, fut majeur à cette époque-là, a trouvé gain de cause, parce qu'il a fait respecter, n'est-ce pas, le référendum dans le Donbass, parce qu'il a fait respecter, n'est-ce pas, la législation russe en Crimée et dans les territoires où ils ont décidé qu'ils se rattachent à la Fédération de Russie? Est-ce cet objectif atteint? Au regard du discours qu'il a tenu, on va dire oui, il est atteint parce qu'il a éludé d'énoncer cet objectif-là dans son rappel de propos en termes d'objectivation de sa politique en territoire ukrainien, c'est-à-dire la démilitarisation de cet espace territorial et la dénazification de cet espace territorial. De ce point de vue, on retient qu'il y a encore 2 éléments fondamentaux qui remettent non pas en cause la présence de l'armée russe sur le territoire ukrainien, parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs fixés par leur leader politique, qu'est le président Poutine. Et donc, la porte-parole, Maria Zakharova, qui
fait état de ce que seule la capitulation de l'Ukraine va ramener la paix, est un peu une fuite en avant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a d'autres moyens aussi pour ramener la paix sur ce territoire-là, et j'espère qu'on en parlera. C'est pourquoi je dis ici d'emblée que, oui, c'est un discours propagandiste. Elle aimerait, n'est-ce pas, voir la puissance de l'armée russe soumettre ce pays qu'est l'Ukraine pour, n'est-ce pas, l'amener à capituler justement, parce que c'est un moyen aussi de faire finir cette guerre, amener le pays ukrainien à capituler face à la déferlante des missiles russes. Mais est-ce une finalité? La question est posée. Est-ce une finalité de faire capituler un voisin, de l'humilier à ce point? La question est posée. Et donc, c'est pourquoi la politique, je me réfère maintenant à son président, la politique du président russe n'est aucunement de contraindre le peuple russe à subir les déferlantes de ces missiles, mais c'est de faire comprendre qu'il y a des nazis et il y a une overdose de militarisation de l'organe gouvernant au niveau de l'Ukraine. Il rappelait à son discours qu'il a déjà détruit 2400 pick-up ou chars de guerre envoyés par la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine. Et vous me permettrez de retrouver le nombre exact. Il a détruit 2400 et je pense 700 avions de chasse que la communauté internationale a bien voulu envoyer à ce pays-là pour se défendre. La question fondamentale est celle de savoir si les positions occupées par les deux belligérants aujourd'hui restent aussi mordicus, aussi bloquées en termes d'idéologie de guerre. L'un espère faire respecter l'intégrité territoriale et l'autre empiète l'intégrité territoriale parce qu'il sent sa population quelque peu offusquée et donc il aimerait arriver à soutenir et sécuriser sa population. Et donc c'est un peu ce discours qui, ma foi, est un peu belligérant, qui pousse, n'est-ce pas, les uns et les autres à continuer à mener cette guerre, au-delà du fait que l'Ukraine est un peu sortie du cadre dans lequel le protocole d'accord avait été tracé, à savoir que ça doit rester un pays neutre. La porte-parole le rappelait et elle a fort bien rappelé que l'Ukraine a botté ce protocole de paix par l'Ukraine d'un revers de la main. Et donc, la continuation de la guerre est aussi une volonté du côté de l'Ukraine. Mais est-ce qu'il faut parler de capitulation? J'ai envie de dire que le discours doit un peu être porté ailleurs que pas sur le bout du canon. L'invasion de l'Ukraine par Moscou dure depuis plus d'1 an. Ni Kiev ni Moscou ne sont prêts à s'asseoir à la table des négociations. Le Kremlin affirme que l'opération spéciale se poursuivra jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Les dirigeants ukrainiens estiment que le dialogue n'est pas possible tant que ces troupes d'occupation se trouvent sur le territoire ukrainien. Est-ce que la diplomatie ne devrait-elle pas entrer en jeu pour une issue favorable à la paix? Ben, moi, je pense que oui, la diplomatie devrait entrer en jeu, mais quels sont les acteurs qui mettent en mouvement cette diplomatie-là? C'est ce qui m'intéresse ici. Et l'idéologie ambiante à l'intérieur qui anime ces diplomates-là, c'est ce qui est intéressant. Et quand vous analysez le parterre des diplomates qui ont prégnance sur ce conflit-là, vous conviendrez avec moi qu'il y a naturellement lieu de protéger en quelque sorte les intérêts de chaque position qu'ils prendraient. Soit ils vont protéger les intérêts de l'État d'appartenance, ils vont protéger la relation, même dans un système de négociation, ils vont essayer de protéger d'abord la relation privilégiée, comme ils aiment bien le dire, en termes diplomatiques qu'ils entretiennent avec soit la Russie, soit l'Ukraine. Et quand vous regardez ici la relation privilégiée justement que l'Ukraine entretient avec les États de l'Union européenne et en particulier les États-Unis, vous convenez avec moi que les diplomates de cet espace-là constitués ne peuvent que tenir un discours de belligérant.
à ce moment-là, la diplomatie n'est plus menée dans l'optique de ramener la paix, mais dans l'optique de conforter la volonté de puissance d'une institution comme l'Union européenne ou les États-Unis, j'en passe. C'est pourquoi, dans sa sortie médiatique, le président Poutine a rappelé de fort belle manière que lui n'est aucunement offusqué de se rapprocher des États-Unis pour réactualiser leurs relations en termes de recherche de la paix, mais c'est que ce qui pose véritablement problème, c'est l'attitude impérialiste des États-Unis et qui ne s'en gêne pas. Et donc, vous convenez avec moi que si les esprits des diplomates de ces espaces-là sont animés par cette mentalité-là, la diplomatie prend un coup. Et c'est Clausewitz qui nous rappelait de fort belle manière que la guerre n'est que le prolongement de la politique, mais qui se pratique d'une autre façon. Et donc, les diplomates aussi, ils ont conscience de ce que la guerre est une continuation de leur politique et la continuation, n'est-ce pas, de la prégnance de leur intérêt en termes d'atteindre un objectif bien précis. Et donc, la diplomatie, ou alors, ce n'est pas la diplomatie le problème, c'est les diplomates qui font cette diplomatie qui devient le problème à ce moment-là, et l'idéologie ambiante de l'espace géographique dans lequel ils exercent cette diplomatie-là. Vous convenez avec moi que si cette diplomatie voulue et souhaitée par l'ensemble de la planète ne trouve pas satisfaction auprès de ces diplomates-là qui conservent les intérêts, ne peut aucunement apporter la paix. Elle ne va que nourrir la guerre. Vous avez les déclarations du diplomate de l'Union européenne Borrell, vous avez l'ancien Premier ministre belge Charles Michel qui tient des propos quelque peu déplacés, qui ne concourent pas à ramener la paix en quelque sorte. Vous avez les déclarations au niveau des États-Unis qui, les militaires sont devenus des diplomates. C'est le ministère de la Défense qui gère, n'est-ce pas, la communication des événements qui se déroulent au niveau de l'Ukraine. Vous avez toujours le secrétaire d'État à la Défense qui vient porter un discours, qui se déplace au niveau de l'Ukraine pour, n'est-ce pas, raviver les troupes un peu menacées parce que vous avez souvenance que sur ce territoire-là, il y a eu l'hiver frappe fort et donc il faut, n'est-ce pas, c'est pourquoi on parlait de l'aide militaire qui doit arriver sous peu. C'est pourquoi ils ne peuvent aucunement réfléchir à utiliser justement l'aide humanitaire, entre guillemets, pour à la recherche de la paix véritable. Le président Poutine, sans vouloir le défendre, s'est assis quelquefois à la table de négociation avec l'Ukraine, mais ça a capoté et c'était chapeauté par la Turquie. Et donc, la diplomatie, je pense, de mon point de vue, a fait ce qu'elle pouvait faire en début du conflit pour stopper ces velléités hostiles à l'émergence d'une humanité saine. Mais sauf que l'idéologie qui anime l'humanité aujourd'hui n'est qu'une idéologie belliqueuse. Au sein des Nations Unies, on ne peut aucunement manifester la diplomatie là-bas en quête d'une quelconque paix, parce que c'est la position des forts qui domine. Vous avez des décisions ou bien les résolutions qui sont bloquées par un membre permanent qui a droit de veto, et donc c'est la position des forts qui domine. Naturellement, la paix en pâtit et la guerre gagne. La guerre a pris le dessus sur la quête de la paix, bien que le monde aujourd'hui, le discours, c'est la recherche de la paix. Récemment, une délégation africaine menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendue à Kiev, puis à Saint-Pétersbourg pour proposer une médiation de paix. Mais le président Poutine estime qu'un cessez-le-feu serait difficile à mettre en œuvre dans l'immédiat. Que voudrait le président Poutine? La paix ou le prolongement de la guerre? En tant que leader d'un pays qui jadis était considéré non pas en des termes un peu plus respectueux, je considère que l'objectif qu'il a écarté en énonçant son propos
permet de dire aujourd'hui la perception du russe a quelque peu changé dans le monde. Aujourd'hui, on ne regarde plus le russe en des termes utilisés dans les années 1990, c'est-à-dire au niveau de je crois que c'est la perestroïka de Gorbatchev. Aujourd'hui, l'État russe n'est point marginalisé comme on a voulu nous faire croire. Son influence internationale s'est plutôt agrandie. Il a conforté l'idée selon laquelle le multilatéralisme est une opportunité. Et c'est pourquoi le déploiement des États au niveau, par exemple, du Moyen-Orient, de l'Afrique, permet de dire qu'aujourd'hui, la Russie apporte quelque chose à l'humanité et il faut faire avec. Maintenant, le président Cyril Ramaphosa qui se déplace avec un parterre de chefs d'État au niveau de Saint-Pétersbourg pour solliciter de leurs homologues une discussion diplomatique, comme on parlait dans la précédente question, mais une discussion qui rencontre les oreilles des sourds. Ils n'entendent pas ce discours-là parce qu'ils sont arc-boutés sur leur position d'objectifs à atteindre. C'est pourquoi le discours du président Cyril Ramaphosa et de ses confrères rencontre des hostilités des deux parts. Bien que au niveau de la Russie, ce discours de réfutation est quelque peu policé en des termes qu'il est impossible de discuter à l'heure actuelle. Donc c'est un discours policé. Mais au niveau de l'Ukraine, vous allez constater que les diplomates, on parlait tantôt d'eux, les diplomates russes, non pas russes, mais ukrainiens, ont émis l'idée selon laquelle le continent africain, je dis bien continent africain, avec son parterre de chefs d'État, n'a aucune influence sur la scène internationale. Et donc on ne saurait, de mon point de vue, apporter une quelconque résolution qui tiendrait la route de résolution de conflits entre les deux États, des États qui se considèrent aujourd'hui comme étant des puissants. Derrière, on a les États-Unis au niveau de l'Ukraine, l'Union européenne qui embarque le pas. Au niveau de la Russie, vous avez la Chine. Et comment est-ce que des États colonisés, pour les diplomates russes, se permettent, ont l'outrecuidance de venir proposer quelque chose à cette communauté-là en termes de sortie de paix. Donc, il est fort dommageable de constater que les dirigeants, les diplomates qui doivent négocier la paix, se confortent à dire qu'on doit rejeter la paix qui vient de la voie de l'Afrique. Mais ce n'est pas sans dire que les pays africains n'ont pas voulu cette étiquette qu'on leur colle aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé à arriver à ce constat dommageable, dans la mesure où l'unité politique du continent africain qui permettrait, n'est-ce pas, d'avoir cette influence-là sur la scène internationale, ne trouve pas satisfaction déjà sur le continent en soi. C'est chaque président qui se rend en Ukraine pour solliciter la paix. C'est chaque président qui se rend en Ukraine pour solliciter la paix. Or, si l'unité d'une voix, en termes d'unité politique, au niveau du continent africain, se faisait entendre au niveau international, à ce moment-là, les décisions émises au niveau de l'Union africaine, comme sa dénomination aimerait se faire entendre au niveau international, alors là, on aurait quelque chose de concret. Mais à l'heure actuelle, où chaque président essaye de téléphoner le président soit russe, soit ukrainien, pour demander simplement de discuter de ce conflit, il est fort regrettable de constater que cela ne porte aucun fruit, dans la mesure où ils sont fragilisés par leur propre volonté. C'est pourquoi, grâce à votre chaîne, je porte ma voix à l'endroit de nos dirigeants pour dire tout simplement que si on se fait nous-mêmes harakiri, on ne doit aucunement s'offusquer quand, par exemple, un dirigeant ukrainien constate qu'on n'a aucune influence sur un quelconque conflit dans le monde. Déjà, on voit sur le continent africain qu'ils n'ont aucune influence sur le conflit en RCA, au Congo, au Mali, et j'en passe. Et donc, on ne peut aucunement s'offusquer de ce constat-là. On constate et on prend fait et cause et pour dire que c'est l'unité politique qui donnera une influence
à la voie africaine. Une opportunité se présente. Selon le maire de Kiev, l'Ukraine a manqué de leadership au début du conflit avec la Russie. Est-ce que c'est un désaveu de la politique du président Zelensky? Désaveu, je dirais que c'est un homme politique, il critique l'action gouvernementale de son président, et ce qui est intéressant, c'est le mouvement de la démocratie, comme si on est dans le contexte occidental, on dira. Mais le management, on a eu à entendre que le management des fonds alloués à la riposte ukrainienne face à l'agression russe a quelque peu changé de direction. En termes de management, c'est un peu en cela que son propos me conforte à dire que l'idée selon laquelle l'Ukraine est un pays démocratique, comme on aimerait nous faire entendre, est quelque peu déplacée. Et face à cela, si la voie la plus autorisée vient nous rappeler qu'il continue à avoir des malversations financières dans ce pays-là, il continue à avoir des comportements qui entachent, n'est-ce pas, l'évolution de ce pays, parce que les orientations de leurs dirigeants ne mènent pas vers une quelconque indépendance de ce pays-là. Cela me permet de dire tout simplement que le maire de Kiev constate, comme nous, que le président ukrainien est quelque peu une marionnette, dans la mesure où il va là où les États-Unis ont bien voulu l'entraîner, et bien sûr avec le partage de la communauté internationale. Et c'est pourquoi il retourne aujourd'hui en Ukraine avec quelques brisbilles en termes de biscuits. Au niveau de son dernier voyage, il pense qu'il y a 2 jours, il était aux États-Unis pour solliciter l'aide, pour montrer son engouement, son aura internationale, comme il avait eu au début de la guerre, en se baladant en tenue de treillis. Il continue d'ailleurs de le faire. Au niveau des États-Unis, il a sollicité l'aide qui était suspendue. Il a allé supplier les États-Unis, son président Joe Biden, de continuer à l'aider, de ne pas le lâcher en si bon chemin. Il n'est pas retourné de là avec une quelconque réponse positive. Rendu au niveau de la communauté européenne, on le promet, mais c'est bloqué. Mais on lui donne quand même un petit biscuit, c'est-à-dire lui dire que l'adhésion de l'Ukraine au niveau soit de l'OTAN, ou je sais plus, soit de l'OTAN, soit de l'Union européenne, est en voie de négociation. Et donc vous voyez que soit il ne reçoit pas l'argent, mais il reçoit une promesse. Une promesse, et il va rentrer avec cela et raconter à son peuple que je me suis déplacé, je n'ai pas pu avoir les moyens, c'est en promesse, c'est en cours, c'est en voie d'arriver. Mais je suis quand même revenu avec une décision confortante, c'est-à-dire on se rapproche de plus en plus de l'Union européenne, ce qui me ramène au propos que le secrétaire général de l'OTAN a tenu, Stoltenberg. L'objectif est de rapprocher davantage l'Ukraine de la communauté internationale constituée de l'Union européenne, de l'OTAN, des institutions de ce genre-là. Et donc le maire de Kiev ne peut que s'offusquer quand il voit son pays manquer d'indépendance à ce point. Et l'orientation de la guerre, au niveau des généraux, ils ont critiqué l'orientation idéologique de la guerre. Il y a eu du rififi au sein de l'armée ukrainienne. Et donc, il y a lieu de galvaniser les troupes pour continuer à défendre le territoire, mais ce qui n'est pas fait par le leader politique qu'est Volodymyr Zelensky. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission. L'Afrique s'affranchira-t-elle du franc CFA? Monsieur Toga, sur les directives du président Paul Biya, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cameroun a donné son aval pour la ratification du protocole des statuts relatifs au Fonds monétaire africain. Est-ce que c'est la continuité de l'œuvre inachevée du président Kadhafi? Avant de répondre à votre question, j'ai ici, je pense, sans me tromper, le protocole relatif à la création du Fonds monétaire international. Si vous me permettez, j'aimerais déjà lire les objectifs du fonds en soi. Les objectifs du fonds sont corriger le déséquilibre des balances de paiement des États parties, assurer la stabilité des taux de change entre les monnaies
et leur convertibilité mutuelle. Promouvoir la coopération monétaire africaine afin de réaliser l'intégration économique africaine et d'accélérer le processus de développement des États parties, renforcer les capacités de conception et de mise en œuvre des politiques de gestion et de gestion de la dette permettant aux États parties de se maintenir à des niveaux d'endettement soutenables, promouvoir le développement des marchés financiers africains, œuvrer à la facilitation du règlement des dettes commerciales et aider à établir un système de règlement des transactions courantes entre les États parties en vue de promouvoir le commerce intra-africain. À ce niveau, on se rend compte que c'est un objectif louable. Le Fonds monétaire africain, sous l'égide du colonel Kadhafi, ils sont dans la continuation de la création de l'Union africaine, c'est-à-dire s'affranchir de l'impérialisme international, donner une indépendance aux institutions africaines. Mais l'acte posé par le président camerounais conforte cet objectif-là. Mais il faille s'interroger en soi sur les politiques internes de chaque État pour comprendre que les objectifs fixés ici ne rencontrent pas, n'est-ce pas, les objectifs de chaque pays qui convergent vers l'établissement d'un fonds monétaire africain qui se veut indépendant, dénué de tout impérialisme international. C'est pourquoi vous me permettrez de dire que l'usage du franc CFA en terre camerounaise est une incongruité quand on rencontre, qui ne rencontre pas de facto les objectifs que fixe ce Fonds monétaire africain. Sauf si le président et son gouvernement viendraient nous dire que c'est un processus. Et maintenant, le processus, je pense, au regard de la disparition du mentor du projet, naturellement, il était accompagné par le président camerounais Paul Biya à l'établissement de ce Fonds monétaire africain. Naturellement, les objectifs sont définis, mais sauf que le temps pris pour mener à terme ces objectifs-là prend quelque peu de couacs en termes de gestion interne des politiques des États. Au niveau du Cameroun, comme vous avez eu l'amabilité de m'interroger sur ce pays auquel j'appartiens, je dirais tout simplement que l'usage du franc CFA ne rencontre pas déjà les objectifs fixés ici et que le président camerounais, dans sa volonté d'établir une confraternité africaine, une intégration économique africaine, les États africains doivent déjà s'affranchir, de mon point de vue, d'un impérialisme au sein de leur pays afin de rencontrer les idéaux d'unité africaine au niveau du continent. Sinon, on va toujours rencontrer des couacs parce que ici, on a une fragilité d'économie et là, on a un pays sous-développé. Il y aura toujours une disparité de développement sur le continent africain. Or, le Fonds monétaire africain, son objectif aussi de gestion est en train de se dévoyer dans la mesure où il se greffe aux monnaies internationales. Est-ce qu'il va créer une monnaie internationale adossée à, ou alors il va créer une monnaie indépendante de? C'est dans cette mesure-là que je considère que l'action que le président de ratification de ce protocole est louable, mais veiller au respect des objectifs édictés me permet de dire ici qu'on est quelque peu écarté de ces objectifs-là dans la mesure où les politiques internes ne confortent pas cette vision politique. Est-ce que le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, pourra constituer un extraordinaire levier de développement économique de l'Afrique qui a subi des décennies de pillage? Tout à fait, c'est l'idéal qu'ils aimeraient, à savoir créer, n'est-ce pas, diminuer le déséquilibre économique, conforter la croissance économique intra-africain, faciliter les échanges, faciliter, n'est-ce pas, les mécanismes de la dette et consorts. C'est pourquoi je parle dans ma précédente réponse des mécanismes de fonctionnement de ce fonds-là. Est-ce qu'il sera greffé à l'idéologie que mène aujourd'hui le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en ce sens que c'est le dollar qui prime.
en termes de référence monétaire. À ce moment, vous convenez avec moi que c'est toujours les États-Unis qui sont derrière et chapeautent tout ce projet-là. Or, l'idée de départ, c'est de s'affranchir. L'affranchissement monétaire passe d'abord par l'affranchissement politique. Et l'ayant dit, je considère que si on s'attaque à la question monétaire, ça veut dire que la politique économique que voudraient les États africains a déjà été dénuée de tout impérialisme, ce qui permettrait, de mon point de vue, d'établir un projet aussi ambitieux. Et s'il a été établi, c'est parce que on a connu des décolonisations sur le continent et cette décolonisation est en train de continuer malgré le néocolonialisme qui perdure sur le continent. Et l'ayant dit, vous convenez naturellement avec moi que le Fonds monétaire africain ne saurait se greffer sur l'idéologie occidentale, mais qui mène au fonctionnement ou alors à la destinée de cette institution-là. Ce sont les économistes africains qui ont étudié à la Sorbonne, je ne sais pas moi où, qui n'ont pas été décolonisés mentalement. C'est le discours que tient aujourd'hui un de vos confrères, je vais le nommer Alain Foucault et Jules Ndomtché, je pense, qui se sont rendus à l'évidence qu'ils étaient en train de servir un mauvais maître et ils considèrent aujourd'hui que c'est le continent africain qu'il faille sauver. Mais 30 ans au service d'une institution qui continue de mater ton continent, tu ne te rends pas compte. Tu n'arrives pas à te rendre compte que tu rends service à ton oppresseur, c'est quelque peu flou en termes de changement d'orientation. C'est pourquoi, qui gère cette institution-là? La question a tout son pesant d'or. Si on se rend compte que la gestion de ce fonds-là est calquée sur l'idéologie développée par les Frank McCain, les théories occidentales, ça perd sa pertinence parce que sur le continent africain, il y a moyen, avec le parterre d'intellectuels, vous avez souvent reçu ici l'économiste, le professeur Thierry Amougou, je pense qu'il a la capacité en termes d'intellectuels affranchis de tout colonialisme de proposer quelque chose qui sort des théories occidentales et qui permettra à l'Afrique d'affirmer son indépendance en termes économiques. Et de ce point de vue, le Fonds monétaire africain rencontrera ces objectifs qui se sont édictés. Mais si à l'intérieur de chaque État, déjà, il n'arrive pas à s'affranchir d'une monnaie coloniale, comment vous voulez qu'ils atteignent les objectifs qui se fixent à un horizon incertain? Donc, c'est louable pour ce président-là, mais c'est à nous, la jeunesse, je pense, de mener ce combat à terme, parce qu'eux, ils ont fait le job de dicter un protocole d'accord comme celui-ci. C'est à nous d'accompagner leur politique en termes d'affranchissement économique. Après 40 ans de pouvoir du président Paul Biya, l'Afrique est en passe d'asseoir son indépendance monétaire. Grâce au président camerounais, comment est-il parvenu à achever ce long processus? Je dirais sur deux facteurs essentiels. Le silence et communication, comme dirait le professeur Modio. Le silence présidentiel et communication. Si le silence présidentiel et communication, dans ce sens, le silence présidentiel est politique de gouvernance. À ce moment-là, le président camerounais, dans ses actions, je le qualifie de mon simple point de vue à un illustre personnage qu'on étudie ici dans les universités occidentales, Charles Quint, Charles V, on va dire en français, Charles Quint. Il avait l'habitude de gérer son espace d'administration dans le bureau avec le bic, le stylo. C'est un peu, de mon point de vue, l'image que moi j'ai du président qui gère la chose politique à travers le stylo et qu'il veille à ce que ses collaborateurs l'accompagnent. Mais 40 ans, comme vous le dites, il faut le faire et en 40 ans, si tu bavardes beaucoup, tu donnes les moyens à tes opposants de te combattre. Et donc le silence est stratégique à ce moment-là, dans la mesure où il te permet d'arriver d'un point A à un point B sans toutefois se faire remarquer. Et donc le président camerounais ici est panafricain dans le silence, dans la mesure où il pose des actes. Le silence est action à ce moment-là.
Et si le silence est action, le président camerounais le manifeste dans sa manière, dans son modèle de gouvernance. Ici, vous voyez l'action diplomatique du Cameroun qui se veut obscure, et c'est un oxymore, qui se veut obscur et en même temps visible, dans la mesure où là où on l'attend, il n'y est pas, là où on ne l'attend pas, il y est. Vous avez souvenance de son action, de son voyage au niveau de la Russie, qui tout le monde a été surpris de ce qu'un tel président de son magistère prend le courage d'aller en Russie quand on le considère comme étant le sous-préfet de la France. Quel culot! Vous voyez, à ce moment-là, c'est l'action du président qui prend tout son pesant d'or et assoit l'autorité présidentielle au niveau de la population pour dire vous êtes gouverné par quelqu'un à qui vous avez transmis, vous avez dévolu votre pouvoir. Et donc, sur le continent, maintenant, comment se manifeste ce silence-là, c'est ce qui, de mon point de vue, est intéressant. Son absence dans les réunions ou alors les sommets des chefs d'État sur le continent africain est silence de ce que ces sommets-là ont l'habitude de traiter des questions qui, de mon point de vue, écartent des objectifs tels que fixés par exemple par le Fonds monétaire africain. Ils ne convergent pas naturellement vers l'émergence d'une Afrique indépendante et libre qui veut construire une unité politique certaine. Et donc ce silence-là est dénonciation à ce moment-là, dénonciation de ce que les présidents africains travaillent, non pas pour conforter ces politiques qui veulent l'affranchissement au niveau international et une meilleure reconnaissance de l'Afrique au niveau international. On a parlé en première partie, je pense, de l'influence africaine absente dans les décisions internationales. Et donc, le silence présidentiel et dénonciation, ce qui me ramène tout simplement, et pour conclure sur cette question-là, pour dire que le président camerounais, en 40 ans, a, de mon simple point de vue de consultant, comme vous aimez si bien le rappeler, de dire qu'il a travaillé pour édifier la population africaine à ce que la légalité des actions est aussi combat d'affranchissement de quelque chose. Respecter les règles, ce n'est pas prendre les armes et aller en confrontation, non. On peut respecter les règles, jouer sur les règles parce qu'on a étudié, on a fait la science là, jouer dessus pour s'affranchir complètement de quelques contrats léonins que nous avons sur le continent. Et donc il est dans la continuation de l'œuvre politique qu'il a construit avec le président, le colonel Muammar Kadhafi, et qu'il matérialise ceci avec son temps. Le silence est aussi temporel, dans la mesure où il est en fonction de celui qui gère ce silence-là. Il décide de parler à un certain moment, donc le silence est temporel. Et cela me permet de dire que le développement du panafricanisme du président africain n'est plus à démontrer parce que le président Laurent Gbagbo l'a signifié dans son livre. Je pense qu'il a rappelé à souhait que tout, sinon tous, l'ont abandonné quand il a connu les démêlés avec la puissance mère patrie, c'est-à-dire la France. Seul le président camerounais le prenait au téléphone. Il est aussi bien de rappeler ici que le président Kagame prend en admiration le président camerounais dans son magistère de la chose publique ou alors de la chose politique, parce qu'il respecte la chose publique, il respecte, n'est-ce pas, le peuple. Vous avez souvenance qu'en 40 ans de pouvoir, le président camerounais n'est dans aucun scandale au niveau international, malgré les petits colmatages que la presse internationale essaye de faire pour, n'est-ce pas, changer la perception que le peuple camerounais a de son président. Et il est toujours resté stoïque et silencieux. Ce silence-là est communication. Et c'est en cela qu'il a... Ce silence-là est, de mon point de vue, aussi éducation. Parce que ce silence-là permet au peuple camerounais d'appréhender, n'est-ce pas, les événements qui se passent sur son continent et de créer une certaine autonomie.
Et je continuerai de dire ici qu'à la continuité de ce que le professeur Modium a établi comme théorie du silence présidentiel, je dirais ici que le silence est création d'autonomie, dans la mesure où on ne cherche plus à savoir si le président est là pour nous gouverner ou pas. On travaille, on fait ce qu'on a à faire. S'il prend des décisions, on sait que ça impacte notre activité économique, on fait avec et donc on continue. C'est pourquoi, de mon point de vue, si l'Afrique, si ce comportement-là au niveau de la Centrafrique, du Congo, s'irradie sur le continent africain, et ce côté panafricaniste que le citoyen camerounais a s'irradie sur le continent africain, je pense que l'Afrique aura gagné. Et en cela, le président camerounais, en 40 ans, y est pour beaucoup. Revenons sur les règles établies. Les fonds dont dispose le Fonds monétaire international proviennent de 3 sources. Les quotes-parts des pays membres, les nouveaux accords d'emprunt et les accords d'emprunt bilatéraux, pour une capacité totale de près de 696 milliards de dollars. Si l'on se projette, est-ce que ce projet de Fonds monétaire africain pourrait rejoindre les fonds d'investissement des BRICS, puisque les pays comme l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte sont des futurs membres des BRICS? Les pays que vous venez de citer sont les plus gros pourvoyeurs de ce Fonds monétaire africain. Et donc, si on prend la théorie de la main qui donne, c'est elle qui dicte, on va extrapoler et dire naturellement que si ce pays-là contribue beaucoup pour l'établissement du Fonds monétaire africain, et donc l'orientation des décisions iront aussi vers où est-ce qu'ils veulent aller. Pour faire un peu plus sérieux, on va tout simplement dire que oui, c'est une lecture qu'on peut avoir, dans la mesure où l'Afrique du Sud entretient une relation, je pense, de mon point de vue, fraternelle avec la Fédération de Russie. Ils sont dans les BRICS. Il mène aux destinées de cette communauté économique-là avec la Chine et j'en passe. La création d'un fonds monétaire africain ne permettrait pas de nier l'existence des institutions comme le FMI et j'en passe, mais c'est aux personnes qui mettent en place le Fonds monétaire africain de considérer où est-ce qu'ils placent l'indépendance de l'institution, l'indépendance de l'organisation qu'ils aimeraient mener, de l'indépendance de l'institution. Et c'est en cela qu'on les prendra au sérieux ou pas. Parce que si vous mettez un fonds monétaire africain qui se retrouve à être géré comme la BAD, nous convenons tous que cela n'a aucune vision d'indépendance ou d'affranchissement comme le voulaient les pères fondateurs de l'Union africaine et s'écarte même des objectifs de ce fonds-là. Mais elle peut rejoindre les BRICS et cela conforterait, n'est-ce pas, cette idée de multilatéralisme et d'ouverture des opportunités pour le continent africain. Mais la question fondamentale est quelle est la monnaie sur laquelle le fonds sera adossé? Est-ce qu'elle aura une indépendance de création monétaire ou alors elle va utiliser l'euro, le dollar, le rouble ou j'en passe pour, n'est-ce pas, continuer à définir sa politique monétaire? Et on revient dans le cercle vicieux de ce que vous menez des actions pour vous affranchir, mais sauf que les leviers sur lesquels vous vous appuyez ne sont affranchis d'aucune sorte. Et donc ici, la base fondamentale d'affranchissement et de création d'une perception qui se veut noble viendrait du fait qu'ils nous rassurent sur le fait qu'ils auront à créer une monnaie africaine. Ils ont dit qu'ils vont travailler avec les États, c'est-à-dire de ce point de vue-là, la politique, ils essaieraient de créer une politique qui pousse les États vers l'indépendance monétaire. À ce moment-là, le Fonds monétaire africain aura tout son sens, dans la mesure où il travaillera avec les États
indépendant de toute influence impérialiste étrangère. C'est-à-dire le franc CFA n'existera plus dans les économies africaines. Les États ne feront plus, par exemple, on a une monnaie sur le territoire, mais c'est le dollar qu'on utilise, comme au Congo par exemple. On a une monnaie en Guinée, mais on est toujours là en train de rechercher une convertibilité monétaire et avoir le dollar en ses mains pour montrer la valeur de la monnaie. Et donc les monnaies locales ou alors les monnaies des pays auront une certaine valeur que donnerait le Fonds monétaire africains. Et là, ils auront la latitude d'émettre des dettes, les bourses, comme vous avez cité là. De mon point de vue, c'est secondaire ça. C'est secondaire. Mais la première chose, c'est de conforter les pays à retrouver une indépendance monétaire dans la création monétaire pour que le développement suive. Aujourd'hui, on a le franc CFA, mais on n'a pas le développement. Est-ce qu'on tournera le dos au FMI en ce moment-là? Je pense que non. L'idéologie des dirigeants que nous avons aujourd'hui ont pour horizon indépassable en termes d'économie le FMI. Je prendrai naturellement l'exemple du Cameroun pour montrer que le discours du ministre des Finances camerounais n'est qu'en termes de FMI. FMI, on a 80 milliards à prendre de la collaboration avec le FMI et la Banque mondiale. On mène des projets, on table d'abord sur le fait que les fonds vont venir du FMI. Naturellement, non, ça prendra du temps. Et ceci est né du fait qu'on n'a pas une planche à billets sur laquelle on peut se reposer pour créer véritablement un mouvement en termes de création de richesses. Parce que nos projets sont toujours calqués sur l'analyse budgétaire et l'analyse des projets à réaliser, non pas par nous-mêmes, mais par le FMI qui valide les projets à exécuter par les États. C'est une chose que si le Fonds monétaire africain est mis sur pied, je pense que c'est un stratagème qui va disparaître si on a déjà conscience que la monnaie qu'on utilise est un levier d'affranchissement. Pour finir, est-ce que le panafricanisme du chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est aujourd'hui confirmé? Si vous posez la question, ça veut dire qu'il a été discuté par le passé. Plusieurs personnes ont discuté que le président camerounais, son Excellence Paul Biya, était un panafricaniste. Ben, je dirais tout simplement que le président camerounais fait son temps, il marque son époque et il a posé des actions qui confortent certains à dire qu'il est un panafricaniste. J'ai fait ici état de ce que le président Laurent Gbagbo le reconnaît comme étant un véritable panafricaniste. Moi qui, de ma petite personne ici, pour discuter les propos d'un président comme celui de Laurent Gbagbo. Et donc, je me grefferai au propos du président Laurent Gbagbo pour confirmer ici que je regarde le président camerounais, son Excellence Paul Biya, en termes de panafricaniste pur et dur, c'est-à-dire celui-là qui est engagé sur la cause africaine. Je me souviens, je n'ai plus la date exacte en tête, mais si je puis m'avancer, en 1991, au pupitre de l'OUA, je pense, il tenait un discours du style « Si nous continuons à regarder les frontières tracées par le colon », je paraphrase, mais on peut retrouver ses propos tels quels, tracés par le colon, on va s'engouffrer dans des conflits perpétuels. Et donc, ce discours avant-gardiste du président camerounais ne peut, de mon point de vue, le conforter en termes de personnage panafricain ou alors panafricaniste. Et ceux qui discutent de sa statue de panafricain doivent nous apporter des éléments qui le discréditent dans cette posture-là. Si ce n'est que pour moi, ma modeste personne, je me dis, au regard des petites analyses que je peux faire, je me permets de le considérer comme étant un véritable panafricaniste. Informer, c'est éduquer. Belgocamp 21 vous donne rendez-vous pour le prochain